Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Nous faisons le tour de l'actualité du continent, politique, économie, sport et culture. C'est sur Afrique Uni Radio, une plateforme médiatique dédiée à l'actualité africaine et internationale. Elle propose des journaux, reportages, interviews et analyses avec un accent particulier sur la valorisation de l'Afrique, de ses talents et de ses réalités. Je suis Antedi Achille à la présentation. Tout de suite, les principaux titres. Sécurité, politique et économie sous tension en Afrique de l'Ouest et de l'Est, du Sahel à la Tanzanie, entre attaques, décisions sécuritaires et débats politiques. Plusieurs pays font face à des défis majeurs qui impactent directement les populations. Santé et information, des enjeux cruciaux pour les sociétés africaines. En RDC, la persistance des décès maternels alarme, tandis qu'aux Comores, un colloque international appelle à un usage plus responsable de l'information à l'ère du numérique. Économie mondiale sous pression et dynamique africaine en mutation. La flambée des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient inquiète pendant que l'Afrique poursuit ses réformes économiques, valorise son patrimoine et vibre au rythme de la Ligue des champions de la CAF. Merci de votre fidélité. Voici maintenant le développement de l'actualité de ce mardi. En Afrique de l'Ouest, l'actualité est dominée par les questions sécuritaires et économiques. Au Mali, les autorités de la Confédération de l'Alliance et des États du Sahel dénoncent de nouvelles attaques contre le pays dans un contexte toujours marqué par l'instabilité sécuritaire dans la région sahélienne. Au Burkina Faso, un nouveau manifeste politique de la révolution progressiste relance le débat sur la transition politique. Et au Sénégal, la Société nationale d'électricité Senelec poursuit sa stratégie de modernisation avec le rachat total de West African Energy, une opération clé pour le secteur énergétique. Et en Afrique de l'Est, des enjeux politiques et sociaux marquent l'actualité de ce mardi. En Tanzanie, les autorités ont décidé de fermer le camp de Nduta qui accueillait des réfugiés burundais, une mesure qui suscite de nombreuses réactions humanitaires. Et en République démocratique du Congo, les autorités ont réactivé l'interdiction de circulation des motocyclistes dans le centre de Lubumbashi pour des raisons de sécurité et de circulation urbaine. En Tanzanie, le processus d'évaluation des droits humains entre dans une phase décisive. Le gouvernement, en collaboration avec la société civile et des experts juridiques, finalise son rapport national dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel des Nations Unies. Une étape importante qui met en avant les engagements du pays en matière de transparence d'État, de droit et de protection des libertés fondamentales. Les détails dans ce reportage d'Espoir Malamira. En Tanzanie, les autorités intensifient les préparatifs en vue de la soumission de leur rapport national dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel, connu sous le nom d'UPR. Ces processus, actuellement en cours dans la ville de Morogoro, réunit représentants du gouvernement, acteurs de la société civile et experts juridiques. Objectif, dresser en état de lieu précis de la situation des droits humains dans le pays, représentant les secrétaires permanents du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, les procureurs de l'État en charge de Morogoro, Xavier Massalou, a ouvert les travaux. Il a rappelé que l'UPR constitue un mécanisme essentiel d'auto-évaluation pour les États. Il a appelé l'ensemble des parties prenantes à produire un rapport fondé sur des données vérifiables, reflétant fidèlement les réalités vécues par les Tanzaniens. Parmi les points marquants de ces consultations, la participation active de la société tanzanienne de l'albinisme. Son président, Godson Mollel, a insisté sur l'importance de ces processus pour mieux prendre en compte les défis spécifiques auxquels font face les personnes atteintes d'albinisme.
Selon lui, leur implication permet de placer au cœur du rapport des questions essentielles telles que la sécurité, l'accès aux soins de santé et l'inclusion sociale. De son côté, la communauté juridique, représentée par la Tanganyika Law Society, joue également un rôle clé dans la validation du rapport. L'avocate Patience Mloué a souligné la nécessité d'aligner les cadres juridiques nationaux sur les normes internationales en matière de droits humains. Elle a également affirmé que le rôle des juristes est de veiller à ce que les rapports reflètent avec précision la situation de l'accès à la justice et du respect de l'état des droits en Tanzanie. Enfin, la directrice adjointe par intérim des droits humains, Adidja Kissa, a rappelé que la mission du gouvernement repose sur des actions concrètes. Il a insisté sur la nécessité de produire un document basé sur des résultats mesurables, notamment sur les progrès réalisés entre 2022 et 2026. Ces processus inclusifs réunissant autorités publiques, défenseurs des droits humains, juristes et représentants des groupes vulnérables visent à élaborer un rapport complet qui sera soumis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, une démarche qui illustre la volonté de la Tanzanie de renforcer la transparence, la responsabilité et le respect de la dignité humaine. À l'occasion du 5 mai, journée internationale de la sage-femme, nous allons en République démocratique du Congo où ces professionnels de santé font face à de nombreux défis, notamment la persistance des décès maternels signalés dans plusieurs régions du pays. Dans la province du Nord Kivu, les données de surveillance épidémiologique révèlent que les 34 zones de santé ont enregistré plus de 100 cas de décès maternels au cours des 16 premières semaines de l'année 2026. Une situation jugée à la fois alarmante et interpellante pour les sages-femmes rencontrées ce jour à Goma. Reportage de Deborah Keza depuis la RDC. Ces sages-femmes ont quitté leur salle de maternité pour faire entendre leur voix sur leur situation actuelle. À travers leurs différentes interventions, elles ont souligné que le décès maternel évitable reste une réalité préoccupante dans leur secteur. La secrétaire provinciale de l'Ordre des sages-femmes explique que cette situation résulte des nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Perle Birai Ruzuba évoque notamment les contextes de crise sécuritaire, un traitement salarial jugé indigne ainsi que des conditions de travail inadéquates. Elle appelle ainsi à une meilleure valorisation de ce métier, encore trop souvent ignoré alors qu'il constitue un maillon essentiel de la vie. Lorsque nous parlons autour de 300 quelques des sages-femmes qui sont dans les structures sanitaires et autant des activités que ces sages-femmes-là doivent mener. Parce que si nous pouvons revenir à la consultation prénatale, normalement une bonne consultation prénatale, une seule sage-femme ne peut pas les réaliser. Parce qu'il y a par exemple la réception. Après la réception, ce n'est pas les réceptionnistes parce que la sage-femme qui est là-bas à la réception doit déjà détecter est-ce que cette maman qui vient, elle a besoin de soins d'urgence. Après la réception, il faut l'examiner, il faut la conseiller. Il y a également les manœuvres et en plus l'échographie. Alors s'il faut voir, on a besoin d'un minimum de 3 sages-femmes ou 4 à la CPN. À la maternité également, la femme qui vient accoucher, c'est minimum de sages-femmes qui doivent l'accompagner dès le travail jusqu'à l'accouchement. Alors, comme nous avons peu de sages-femmes, ça montre déjà. Je ne sais même pas si on peut dire des carences ou quoi. Pour nous, on peut dire que nous n'existons pas. Parce que s'il faut faire les nombres, lorsque tu arrives dans une structure, il n'y a pas de sage-femme. Donc cette structure-là ne doit même pas avoir le service de maternité. Mais ce n'est pas ce que nous observons dans nos milieux. Mais dans le milieu rural, c'est encore très pire. De son côté, la secrétaire provinciale du syndicat national des sages-femmes du Congo plaide pour l'intégration de cette catégorie du personnel soignant dans les instances de prise de décision. Pour Pimbi Machozi, cela permettrait d'améliorer les orientations liées à leur déploiement dans les structures de santé ainsi que dans des missions humanitaires. Nous faisons un plaidoyer aux autorités qu'elles puissent venir auprès de nous en tant que structure parce que nous avons l'ordre, nous avons les syndicats et nous avons aussi l'association. C'est là où la pépinière des sages-femmes, nous connaissons ceux qui ont des compétences, nous connaissons ceux qui ont des expériences et nous avons même des sages-femmes formées comme humanitaires. Et ils sont prêts à être déployés pour sauver des vies et pour essayer un peu
d'encadrer la santé de la mère et de l'enfant. Vous comprendrez que aucun ou aucune sage-femme qui est IT au niveau des centres de santé, aucune sage-femme qui est DN au niveau de l'hôpital, aucune sage-femme qui est médecin chef de zone, aucune sage-femme qui preste au niveau de la DPS, IPES et gouvernorat. D'où nous demandons aussi dans le paquet de la santé sexuelle et reproductive qui est représentativité des sages-femmes. Cette année, la Journée internationale de la sage-femme est célébrée sous le thème « 1 million de sages-femmes de plus ». Au niveau provincial, le thème retenu est « Accélérer le déploiement des sages-femmes en RDC, serment, ordre et avenir au Nord Kivu ». Un colloque international sur les enjeux de l'information à l'ère du numérique s'est ouvert ce mardi 5 mai à Moroni, aux Comores. Placé sous le thème « L'Afrique se mobilise pour l'éducation aux médias et la citoyenneté numérique », cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance des réseaux sociaux et la circulation rapide de la désinformation. Objectif, sensibiliser et former les citoyens, notamment les jeunes, à un usage plus critique et responsable de l'information. Porté par le ministère de l'Information, ce rendez-vous s'inscrit également dans une volonté de modernisation et vise à positionner les Comores comme un espace d'échange sur les grands enjeux du monde contemporain. Et au Maghreb, plusieurs pays poursuivent des ajustements économiques et diplomatiques. Le Maroc continue de renforcer sa position diplomatique autour de la question du Sahara, tandis que la Tunisie et la Mauritanie mettent l'accent sur les réformes économiques et énergétiques pour réduire leurs déficits et améliorer leurs infrastructures. Enfin, en Afrique australe, l'actualité est dominée par les enjeux économiques et politiques. En Namibie, la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah a appelé à l'unité nationale lors du 66e anniversaire du parti SWAPO, un moment politique fort pour le pays. Et en Angola, les prévisions économiques annoncent une inflation autour de 13,5% en 2026, tandis que le Zimbabwe met l'accent sur les industries créatives dans le cadre de sa vision de développement à l'horizon 2030. Culture à présent, la journée mondiale du patrimoine africain célébrée le 5 mai de chaque année est une journée internationale dédiée à la valorisation, à la protection et à la mise en lumière du patrimoine culturel, historique et naturel du continent africain. Soutenue par l'UNESCO et plusieurs pays africains, cette initiative vise à préserver les sites historiques, protéger les traditions, les langues, les savoirs ancestraux, tout en promouvant la richesse culturelle de l'Afrique et en luttant contre l'oubli de son patrimoine. L'Afrique dispose d'un héritage exceptionnel comprenant des sites archéologiques, d'anciennes cités et royaumes, des traditions orales et musicales, en artisanat riche ainsi que de nombreux monuments historiques. Mais ce patrimoine reste fragile, menacé par les conflits, le changement climatique et le manque de moyens pour sa conservation. L'objectif de cette journée est donc de sensibiliser les États, les institutions et les populations à la nécessité de protéger l'identité culturelle africaine, de transmettre cet héritage aux générations futures et de renforcer la fierté culturelle du continent. En actualité sportive, cette fois, le football africain est dominé par la phase décisive de la Ligue des champions de la CAF, avec des affiches de très haut niveau entre les plus grands clubs du continent. En demi-finale, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud a affronté l'Espérance de Tunis, avec un match aller le 12 avril 2026 à Tunis et un retour le 18 avril à Pretoria. Au Loftus Versfeld Stadium. Dans l'autre affiche, un duel 100% marocain a opposé le Phare de Rabat à la RS Berkane avec un match aller le 11 avril à Rabat et un retour le 18 avril à Berkane au stade municipal. À l'issue des demi-finales, la finale de la Ligue des champions de la CAF se jouera en aller-retour match aller le 17 mai 2026 à Pretoria, puis retour le 24 mai à Rabat. Dans le même temps, la compétition reste sous tension avec des débats persistants autour de l'arbitrage
et de la gouvernance de la CAF dans un contexte où chaque décision est particulièrement scrutée par les clubs, les supporters et les observateurs. En actualité, au-delà du continent africain, cap sur le Moyen-Orient où les tensions persistantes continuent de peser lourdement sur les marchés mondiaux du pétrole ce mardi avec des répercussions directes sur le prix de l'énergie. Depuis plusieurs jours, la situation s'est fortement dégradée autour du détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite près de 20% du pétrole, vous le savez, au niveau mondial. Des affrontements et attaques maritimes ont ravivé les inquiétudes sur la sécurité de cet axe clé du commerce énergétique. Les prix du pétrole connaissent une nouvelle flambée sur les marchés mondiaux. Le baril a grimpé jusqu'à 110 voire 114 $, enregistrant une hausse rapide d'environ 6% en une seule séance. En cause, les inquiétudes grandissantes liées à de possibles ruptures d'approvisionnement sur fond de tensions géopolitiques et d'attaques visant les infrastructures pétrolières dans la région du Golfe. Dans ce climat d'instabilité, les investisseurs doutent désormais des perturbations durables des exportations de pétrole et de gaz, avec des répercussions directes sur les économies fortement dépendantes des importations d'énergie. Tenez bien, en Inde, la forte dépendance au pétrole importé, combinée à une population très importante et à un usage massif du transport routier, entraîne une hausse rapide des prix des carburants avec une pression directe sur l'inflation. Au Japon, où près de 100% du pétrole est importé, une énergie déjà coûteuse devient encore plus chère, ce qui pèse fortement sur l'industrie et le secteur des transports. En Corée du Sud, la dépendance énergétique reste élevée. Les acteurs de l'automobile et de l'électronique, très sensibles au coût de l'énergie, sont directement impactés. En Europe, notamment en Allemagne, en Italie et en France, la hausse du coût des carburants, du transport et de la production industrielle accentue les risques d'inflation. Par ailleurs, les prix des carburants les plus élevés au monde ne se situent pas forcément dans les pays producteurs, mais dans ceux où la fiscalité est forte, les coûts d'importation élevés et le niveau de vie important. C'est le cas notamment de Hong Kong, souvent en tête mondiale, mais aussi de l'Islande, de la Norvège, des Pays-Bas, ainsi que de plusieurs pays européens comme la France et l'Allemagne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Afrique Unie Radio. Restez connectés à l'actualité en continu sur nos pages Facebook et X, anciennement Twitter. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau journal sur Afrique Unie Radio. Ici, on te dit Achille, à très bientôt.